Il y a plus de 10 ans, je jouais à Her Story et j'ai adoré. On est sur un vieil ordinateur de la police, et en tapant des mots-clés, on retrouve des bouts d'interrogatoire où le mot qu'on a tapé a été prononcé. La femme interrogée prononce aussi des noms, des lieux qu'on s'empresse de taper dans la barre de recherche pour voir ce que ça donne, et une fois qu'on a épuisé ce qui semble évident, on tente des connexions logiques. Si elle a parlé de mariage, je peux peut-être tenter le mot divorce. Je voulais toujours plus de mots. Des nouveaux mots pour trouver des nouveaux clips pour trouver des nouveaux mots. Quand je trouvais une nouvelle information, mon cerveau s'illuminait de plaisir, surtout après une déduction logique. Et c'est vraiment cette émotion qui constitue pour moi ce qu'est un jeu d'enquête. En 2017, Mark Brown sortait une vidéo sur le sujet. Il fait la distinction entre les jeux où on incarne un détective qui fait les déductions quasiment à notre place, et ceux où on doit se creuser les méninges pour avancer. La distinction peut paraître simple et capitale, et pourtant, il y a une vraie confusion qui subsiste entre les deux quand on parle de ces jeux. En janvier, il y avait le Steam Detective Fest qui mettait en avant les classiques comme Case of the Golden Idol ou Obra Dinn, des moins connus comme The Seance of Blake Manor ou Duck Detective, mais aussi des jeux comme Disco Elysium ou Détroit. Et sans parler de la qualité de ces jeux, pour moi, il n'y a plus rien à voir. Ces jeux, ils procurent pas du tout la même émotion. Après, c'est un événement Steam, donc c'est normal que ça brasse large. Mais même sur internet, il y a les termes Detective Games, Deduction Games, Mystery Games, qui sont un peu cousins, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un moment où on va tomber sur Wolf Among Us ou Disco Elysium. Donc bon, peut-être qu'un terme émergera et mettra tout le monde d'accord. En attendant, ici, je vais parler de jeu d'enquête pour qualifier l'expérience que j'ai eue en jouant à Her Story. Je vais essayer de décortiquer ce qui constitue pour moi ce genre de jeu, et puis ce sera l'occasion de vous partager plein de refs, parce que c'est une scène ultra prolifique, et il y a plein de trucs cool qui sont sortis ces 10 dernières années. Sortez votre carnet, enfilez votre meilleur impair, aujourd'hui on enquête sur les jeux d'enquête. Bon, l'image typique qu'on a en tête quand on parle de jeu d'enquête, c'est celle du détective qui résout un meurtre. Et c'est vrai qu'il y en a, mais c'est un genre plus varié que ce qu'on pourrait croire. Dans Hypnospace Outlaw, on incarne un modérateur de site internet des années 90 qui doit trouver et supprimer du contenu non autorisé. Dans Children of Clay, il faut identifier une mystérieuse statuette à l'aide d'une encyclopédie. Dans The Operator, on joue un agent du FBI qui démêle une conspiration, et dans Minddiver, on plonge dans les souvenirs confus d'une personne. On a du thriller, de l'horrifique, du parodique, de l'aventure, le jeu d'enquête se prête à pas mal d'univers et de tonalités. Une première étape essentielle pour identifier ces jeux selon moi, c'est que c'est un genre profondément narratif avec des représentations très concrètes. Contrairement à d'autres jeux de puzzle qui peuvent être plutôt abstraits, le jeu d'enquête est quasiment toujours dans un univers identifié avec sa culture et ses personnages. Et on va toujours devoir résoudre une forme d'enquête ou chercher une forme de vérité. Et pour se rapprocher de la vérité, il faut d'abord récolter des informations. Côté game design, c'est là qu'on commence à voir des différences fondamentales entre les propositions. Il y a ceux où on ne cherche rien, on nous donne directement des documents, il faut les éplucher pour trouver la vérité, comme dans A Case of Fraud ou Demon Masquerade, et à l'opposé du spectre, on a Neurocracy qui nous demande d'identifier un terroriste nommé Adira en naviguant dans Omnipédia. Comme Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne avec des pages, des liens vers d'autres pages, des dates de modification. Le jeu nous lâche dedans sans aucune indication, et on se démerde. Vous l'aurez peut-être compris à mon ton, mais j'ai pas vraiment accroché à Neurocracy. Je le déconseille pas particulièrement, mais il faut être prêt à se taper des pages de lecture sans vraiment savoir ce qu'on cherche, le tout sans son, sans musique. Moi je suis désolé, mais il me faut mes petites doses de dopamine, sinon c'est tant pis pour la victime. Mais globalement, la plupart des jeux d'enquête sont entre ces deux extrêmes. En général, l'info, elle se cherche. Une forme assez classique, c'est d'incarner un personnage qu'on va déplacer, par lequel on va observer les lieux, interagir avec l'univers en interrogeant des personnages ou en ouvrant des tiroirs pour trouver, par exemple, une mystérieuse enveloppe. Dans The Case of the Golden Idol, on sait pas vraiment si on incarne quelqu'un ou quelque chose, mais on fouine quand même dans les meubles et les poches pour comprendre ce qui s'est passé. Ça permet de motiver et rythmer l'exploration, tout en cadrant bien notre progression, en s'assurant que des indices sont plus difficiles à obtenir que d'autres, voire carrément bloqués, tant qu'on n'a pas avancé jusqu'à un certain point ou débloqué un dialogue. C'est une phase assez plaisante pour moi, parce qu'elle permet notamment de découvrir l'univers, d'en apprendre plus sur ses personnages, donc c'est autant important du point de vue du design que de la narration. Et si c'est mal géré, ça peut perturber l'expérience, et c'est notamment ce que j'ai ressenti en jouant à Scene Investigators. C'est un jeu où on se déplace à la première personne dans des décors vides, et il faut comprendre ce qui s'est passé en observant l'environnement et en fouillant le mobilier. On se balade et ramasse un peu tout ce qui traîne, sauf qu'il y a vraiment plein de lettres, post-it, factures et autres documents plus ou moins pertinents.
Le jeu peut nous indiquer combien d'objets il reste à trouver, mais certains sont un peu cachés, et ça devient vite frustrant quand on passe et repasse le nez collé au sol comme un cochon truffier. Autant ça a du sens de trouver des objets dans une poubelle ou cachés sous un lit, autant quand c'est en plein milieu de la paperasse, pas vraiment en évidence, on se sent pas particulièrement intelligent quand on le trouve. La collecte d'indices doit contribuer à l'expérience, et là ça devient un taf rébarbatif et on perd le fantasme du détective. Parce que, ok, quand on enquête sur un meurtre dans la vraie vie, je pense que effectivement on passe beaucoup de temps à lire des documents pas très importants. Et non merci, je laisse ça aux professionnels rémunérés. Une autre forme très répandue de recherche dans le jeu d'enquête, c'est d'avoir un outil, une interface, qui nous permet de trouver des infos à condition de savoir quoi chercher. Comme l'ordinateur de Herstory ou l'encyclopédie de Children of Clay que j'ai déjà mentionné. Je pense que l'intérêt de cette approche, il est triple. Déjà, ça demande pas énormément de budget. Il n'y a pas de décor à modéliser ou beaucoup d'assets, notamment en 3D. Du texte et des icônes, ça fait déjà potentiellement une grosse partie du visuel. Ensuite, ça donne quand même un sentiment d'exploration dans l'interface et surtout une certaine liberté dans la réflexion. Trouver le bon code, voire le bon mot à taper soi-même, ça peut être beaucoup plus gratifiant que d'associer le bon objet au bon endroit. Parmi tous les mots dans le dictionnaire, il faut trouver le bon. Et il y en a beaucoup des mots dans le dictionnaire, au moins 1000 je pense. Et puis ça permet quand même de proposer des expériences différentes. Dans The Road Trees Ardennes, il faut reconstituer l'arbre généalogique d'une riche famille sur plusieurs générations en récoltant les noms et photos des différents membres. Pour ce faire, on utilise un moteur de recherche des années 90 et on va tomber sur des articles People, de la presse business, des photos de famille. Il y a tout un lore développé et on finit vraiment par s'investir dans ces relations familiales à travers les générations et les conflits. Et le jeu est plutôt sympa avec nous. Soit on a un résultat, et ça nous aide souvent à identifier quelqu'un, soit on nous dit que rien ne correspond à notre recherche, ou qu'on est trop vague. Il n'y a pas trop de place à l'errance, et on sait quand on a une piste pertinente ou pas. Et quand on a identifié un certain nombre de personnes, le jeu nous donne de nouvelles informations pour accéder à de nouvelles branches de l'arbre généalogique. Une progression très linéaire et très encadrée. Je peux aussi mentionner Lost Wiki Kozlovka, qui nous fait plonger dans une base de données fictive et qui a une ambiance très chouette, avec ses effets de lumière et sa musique mystérieuse sur fond d'histoire folk-horror, mais je vais m'attarder 30 secondes sur un jeu qui fait ça un peu différemment, A Hand with Many Fingers. Ça se passe en 1980, mais ici, l'informatique, on connaît pas. On est plutôt dans une ambiance salle des archives qui sent le papier, les meubles en bois lourd, et les liens entre CIA et du trafic d'armes pendant la guerre froide. Grâce aux documents qu'on a, une fois qu'on a identifié une zone géographique, une date et les initiales d'un nom connecté à tout ça, on ouvre le tiroir correspondant et si on a un match, on obtient une référence du dossier qui se trouve au sous-sol. Ensuite, on descend, on trouve le bon carton dans la bonne allée et on remonte le dépouillé des documents pertinents. C'est intéressant parce que, fondamentalement, c'est le même procédé que les jeux avec un ordinateur. On tente une recherche dans un tiroir et on voit si on a une info qui correspond ou pas. Mais là, le jeu matérialise tout ça, et il y a un vrai kiff sensoriel à descendre chercher son gros carton, puis à remonter les escaliers et le poser sur le bureau. En plus, à chaque fois qu'on en amène un nouveau, le jeu y pose les anciens par terre, et on se retrouve dans une salle remplie de cartons. Des cartons qu'on a vraiment ouverts, qui personnifient le chemin parcouru jusque-là, et qui montrent que, on taffe le sujet, quoi. Bon, cette recherche d'informations dans les jeux d'enquête, qu'elle soit physique en mode j'interroge les gens et je fouille leur chambre, ou informatique en tapant frénétiquement des mots dans une barre de recherche, c'est un des gros plaisirs de jeux d'enquête pour moi. Je disais qu'il me fallait un peu de dopamine, et là les boucles sont très claires. On explore le monde où on lit des documents de base, puis on trouve des indices, et avec ces indices, on va trouver de nouvelles informations qui nous permettent de progresser doucement mais sûrement vers la vérité. Sauf que, il suffit pas toujours de trouver une info pour accéder à une autre info. Parfois, pour lier les deux, il va falloir faire preuve de déduction. Bon, le terme de déduction semble assez cadré dans le domaine de la logique, où on trouve aussi les notions d'induction et d'abduction, mais honnêtement, c'est pas si simple à comprendre, donc encore une fois, j'assume ma subjectivité et je vous explique ce que j'entends par déduction. C'est savoir faire le tri dans les informations à notre disposition et voir si elles nous permettent de confirmer ou infirmer une hypothèse. Et parfois, les jeux d'enquête prennent la forme d'un intégramme. C'est Sarah Beaulieu qui nous a fait découvrir ce terme quand on a fait notre épisode de fin du game sur Case of the Golden Idol, dispo sur votre appli de podcast préféré. Un intégramme, c'est un type d'énigme logique où on a un nombre d'éléments à trouver et des indices qui nous permettent de déduire chacun de ces éléments. Le plus connu, c'est l'énigme d'Einstein, où on nous dit que 5 hommes vivent chacun dans une maison de couleurs différentes. Et chaque homme a une nationalité différente, possède un animal de compagnie, boit une boisson spécifique et fume une certaine marque de cigares. Et il y a des versions avec un métier à la place des cigares, ça dépend de vos sources. Ensuite, on nous donne des informations du type « le sculpteur possède un âne » ou « la maison verte est située immédiatement à gauche de la blanche »,
Et là où on nous demande qui boit de l'eau et qui élève le zèbre. Si on se lance tête baissée, ça va probablement être le bordel. Ici, la bonne méthode, c'est de faire un beau tableau bien organisé, comme dans la page Wikipédia d'Integram, et on repère facilement les cases qu'on peut directement remplir. À partir de là, on peut remplir d'autres cases tout de suite, parce qu'on a des indices directement liés à ce qu'on vient de remplir, ou on se retrouve face à plusieurs possibilités. Par exemple, on sait que la maison rouge est forcément en position 1 ou 3, et ce qui va nous permettre de trancher, c'est de tester les deux scénarios et de voir lequel est compatible avec les indices qui restent. Dès que ça coince, on élimine cette hypothèse, et on passe à la suivante. C'est exactement comme le Sudoku. On a des règles strictes, chaque chiffre est présent dans chaque ligne et chaque carré, puis on nous en place quelques-uns d'office. Et à partir de là, on peut tout remplir, notamment en faisant des hypothèses et en éliminant celles qui ne marchent pas. Et les histoires criminelles à la Agatha Christie ou plus récemment les Knives Out, c'est un peu comme des Sudoku. On a une liste de suspects et on va procéder par élimination. Parce qu'ici, il y a une règle fondamentale qui n'est pas quelque chose d'abstrait à base de chiffres et qu'on connaît très bien, une même personne ne peut pas être à deux endroits différents au même moment. Ça paraît évident, mais c'est à partir de cette règle qu'on peut résoudre toute l'enquête. Une fois qu'on a un lieu et une heure du crime, on va pouvoir établir notre liste de suspects, voir qui était où, à quelle heure, voir qui avait des raisons de commettre le meurtre, et par élimination, par déduction, on pourra trouver le ou la coupable. Et c'est pareil avec The Road Trees Are Dead, on doit reconstituer un arbre généalogique, et c'est une tâche qui vient avec son lot de règles. Les enfants ont le même nom de famille que leurs parents, une femme a tendance à remplacer son nom de jeune fille par celui de son époux, un divorce peut changer tout ça, on est aussi à une période où il n'y a pas de mariage entre deux personnes du même genre, et donc toutes ces règles ou conventions sociales, elles peuvent être reprises par un jeu d'enquête pour faire un sudoku narratif. Et mine de rien, on va avoir plusieurs jeux qui ont ce genre de logique. Dans Bradin, pour chaque mort, il faut trouver le nom de la victime, la cause de la mort et le coupable. On identifie les victimes en récoltant des infos sur qui était officier ou charpentier, qui avait un frère ou une sœur, qui venait de quel pays. Chaque option a une liste de possibilités et on trouvera la bonne directement ou par élimination. Si le gars tient un marteau à la main, a priori, c'est pas le cuistot. Et si on est déjà sûr d'avoir identifié le charpentier, alors il y a moyen que ce soit son assistant. Bon, je sais plus exactement si c'est comme ça qu'on fait dans le jeu, mais vous avez compris le délire. The Case of the Golden Idol utilise le même genre de logique en nous demandant d'identifier les noms et prénoms de chaque personne de la scène. En apprenant qui est marié à qui est un domestique ou un noble, on complète les portraits directement ou par élimination. Et il y a carrément un moment où on doit trouver qui était assis où, en sachant qui a mangé et bu quoi, comme dans l'énigme d'Einstein. Et des jeux comme Ace Attorney ou Lucifer Within Us résonnent un peu comme ça aussi. On constate qu'un témoignage n'est pas compatible avec les faits ou un autre témoignage, et en confrontant leurs auteurs, on les amène à changer leur récit jusqu'à ce que ce soit bon. Le plaisir de l'enquête sera donc souvent d'avoir une liste et d'éliminer de plus en plus de possibilités jusqu'à avoir la vérité. Et il y a évidemment des contre-exemples, notamment Her Story. Mais une fois qu'on pense avoir la réponse dans ces jeux, comment est-ce qu'on l'exprime ? J'ai déjà mentionné des jeux où on a des listes de noms toutes faites, ou des interfaces où on va taper des mots, mais il y a quelques autres propositions. C'est Case of the Golden Idol qui a innové avec son système de mots qu'on récupère ici et là, et dans lesquels il faut piocher pour compléter la phrase qui résume toute la situation. C'est pas un système parfait, des fois la phrase suggère des choses qu'on n'avait pas tout à fait comprises, ou alors on arrive à la remplir grâce au pouvoir de la conjugaison. Mais la collecte de mots accompagne notre exploration, et au final ça marche pas trop mal. On retrouve ces textes à trous dans Dog Detective ou The Seance of Blake Manor, et ça fait toujours le taf. Et sinon, on n'est pas obligé de réfléchir en termes d'interface. Si on parle d'un jeu où on incarne et déplace un personnage, l'environnement peut techniquement être vu comme une interface avec laquelle on peut interagir. Je pense notamment à Outer Wilds, qui nous demande pas explicitement d'écrire nos déductions quelque part, mais plutôt de nous rendre à un endroit pour réaliser une certaine action à un certain moment. C'est comme ça qu'on dit au jeu « j'ai compris ». Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans des jeux qu'on qualifierait pas de jeu d'enquête, mais ça reste un type de résolution tout à fait valide, notamment pour un jeu qui se veut immersif. Bon, on a croisé nos informations, on a notre réponse, et on vient de prouver au jeu qu'on avait compris. Et maintenant, comment il réagit ? Il peut rester stoïque et nous laisser errer dans l'incertitude la plus totale, comme ce cher Neurocratie, ou alors mettre le paquet et nous récompenser avec un personnage qui se décompose dans Ace Attorney. Mais le souci avec Ace Attorney, c'est que si on n'a pas vraiment compris la réponse que le jeu voulait, on est vite tenté de brute force, c'est-à-dire de tester toutes les possibilités jusqu'à validation. Et c'est un problème inhérent à tous les jeux qui nous proposent une liste de réponses. C'est Lucas Pope avec Obradin qui a trouvé un système simple et élégant. Le jeu ne nous dit pas tout de suite si on a raison quand on a résolu un destin. Par contre, dès qu'on en a 3 de bons, il nous les valide en dur dans le carnet.
Ce petit moment de doute avant de valider une troisième déduction, et cette musique qui se lance juste après, c'est un feu d'artifice dans mon cerveau. C'est un système qui a d'ailleurs été repris dans Chains of Scénar et The Road Trees Are Dead, et qui marche toujours très bien. Côté design, c'est un juste milieu entre nous laisser galérer et nous récompenser trop vite, et qui nous donne quand même la possibilité de brute force une dernière déduction quand on est sûr à 100% des deux autres. Ça m'arrive parfois si j'hésite seulement entre deux trucs pour un élément précis, et je suis quand même satisfait de la déduction. Et d'autres fois, je m'interdis de le faire tant que je suis pas sûr d'avoir bien tout compris, parce que je sens que c'est important pour de futures déductions. Et c'est cette marge de manœuvre permise par le jeu qui me permet de m'autoriser des moments de relâche, ou au contraire, de fierté de ma discipline. C'est l'occasion de dire que ces équilibres dans le design, ils ne se trouvent pas sans playtest. Que ce soit dans la quantité d'informations données, comment elles sont stockées et affichées dans le jeu, comment on les trouve, les déductions demandées, les liens logiques à établir, tous les bons jeux d'enquête ont été testés pendant leur développement, et ça n'allait pas. C'était pas clair, trop difficile ou trop facile, et c'est normal. Le taf d'un designer ou d'une designeuse de jeux vidéo n'est pas de concevoir le jeu en une fois, mais d'ajuster sa vision ou mieux la communiquer en fonction des playtests. Donc si vous concevez un jeu d'enquête, ou un jeu tout court d'ailleurs, n'oubliez pas que cette phase est essentielle au bon développement de votre expérience. C'est peut-être à ce moment que vous viendra une de vos meilleures idées, comme le système de validation d'Obradin, ou que vous prendrez des décisions arbitraires mais nécessaires, comme Her Story qui n'affiche que 5 clips à la fois pour pas se griller trop tôt, ou que vous mettrez un système d'indices. Dans The Road Trees Are Dead, on nous dit si un document peut encore nous amener à d'autres informations, et on nous présente ça comme notre intuition de détective. Que des décisions qui n'ont donc pas vraiment de sens dans l'univers du jeu et qui n'étaient probablement pas là au début du développement, mais qui ont été ajoutées pour nous faire vivre la bonne expérience d'enquête. Et j'en profite pour mentionner Type Help, qui est un système d'indices un peu comme dans Road Trees Are Dead. Voilà, y a rien d'autre d'intéressant à dire dessus, je voulais juste une transition pour vous parler de Type Help. Bon, je vous préviens, il est assez austère. C'est un jeu purement textuel, sans musique, sans son, mais ça se lit très bien. Les textes sont bien découpés, avec principalement des dialogues qui rendent la lecture dynamique. Je vous dis rien dessus, mais c'est une de mes intrigues préférées de jeux d'enquête. J'ai adoré m'enfoncer dans le mystère du jeu et il m'a complètement absorbé. Et il a aussi tout un système ludique qui marche très bien pour trouver les autres textes par déduction. Bref, si vous n'êtes pas découragé par son côté austère, je vous recommande fortement Type Help. En plus, c'est gratuit et jouable dans le navigateur via Itch.io. Ou alors, vous pouvez attendre sa version remaster, ou master plutôt, parce qu'il y a une version avec des visuels et du son en préparation. C'est d'ailleurs édité par les gens qui ont fait The Road Trees Are Dead. Par contre, il y a un risque, c'est que l'acting soit pas vraiment convaincant. C'est le cas dans Unheard, un jeu qui est surtout basé sur les dialogues et sur le son, mais j'ai pas du tout accroché au jeu d'acteur, et j'avoue que ça m'a pas mal sorti du truc. Donc, à vos risques et périls. Pour résumer, mes jeux d'enquête préférés distillent leurs indices progressivement en entonnoir, et c'est à nous de les récupérer, que ce soit physiquement ou via une interface. On les récupère aussi en faisant des liens logiques, des déductions, souvent en éliminant plusieurs hypothèses. Et on doit absolument avoir le sentiment d'avoir trouvé la réponse par nous-mêmes. Même si en fait c'était peut-être grâce au jeu qui nous a dépanné avec des indices ou un système de réponse qui a un peu de marge. Et bien sûr, petit point bonus si l'univers ou l'intrigue est original. Et ce dernier point, il est important à plusieurs niveaux. Outre la variété que ça apporte dans les propositions, c'est vraiment un point d'accroche pour moi. En temps normal, je suis pas fan des jeux de puzzle, je mentionnais au début de la vidéo que c'était souvent plus abstrait, et j'ai tendance à décrocher rapidement. Alors que là, ça fait appel à une réflexion plus humaine. On nous plonge au milieu de cercles sociaux, et faut entrer en empathie avec les différents personnages, comprendre leurs émotions et les liens qu'ils entretiennent entre eux. Dans Paradise Killer, on est plongé dans un monde fictif avec ses propres institutions politiques, juridiques, ses personnages hauts en couleur, et ses sacrifices ou possessions démoniaques, parce que pourquoi pas. Découvrir et comprendre cet univers, ses codes et les relations entre les personnages au fil de l'aventure et des dialogues, ça fait intégralement partie du plaisir de l'expérience pour moi. Et dans Demon Masquerade, on a une semaine pour identifier 6 personnes. Grâce au pouvoir d'un démon, chaque jour on obtient des documents qu'ils ont produits ou qui les concernent. Par exemple, s'ils ont écrit une lettre la veille ou ont été pris en photo, ça apparaît sur notre tableau de liège. Le twist, c'est qu'ils ont chacun reçu les pouvoirs d'un autre démon au premier jour. Et à partir des documents qui apparaissent et de notre encyclopédie qui répertorie tous les démons et leurs pouvoirs, il va falloir déduire leur identité, mais aussi celle de leurs démons. Il y en a qui sont animés par la jalousie, le désir de vengeance. C'est vraiment cool d'avoir une petite fenêtre sur leur vie, de progressivement comprendre le pouvoir qu'ils ont et ce qu'ils en font à partir des bribes d'infos qu'on a. Bon, tous ces critères que j'ai posés, ils sont évidemment subjectifs. C'est ce que moi j'identifie comme source de plaisir dans les jeux que j'ai aimés. Par exemple, Lorelei and the Laser Eye, je le considère plus comme un jeu avec une succession de puzzles que comme un jeu d'enquête. Tout ça, au final, c'est un spectre.
J'ai mentionné Outer Wilds, que je classe dans cette catégorie, mais c'est aussi un jeu avec beaucoup d'exploration et un peu d'adresse, et peut-être que pour vous, ça en fait plutôt un jeu d'aventure narratif. Il y a aussi Blueprints, que je considère à la frontière de tout ça. L'aléatoire fait qu'on n'a pas vraiment la main sur notre investigation, et un type de réflexion un peu différent. Il faut parfois comprendre la logique du jeu et tester différentes hypothèses sans trop savoir quelles sont les règles, ce qui est beaucoup moins cadré que les intégrammes. Et si ce que vous préférez dans ces jeux, c'est le sentiment d'épiphanie quand on recolle les morceaux, on peut aussi le vivre dans des jeux comme Tunic, OOO ou The Witness. Au final, c'est plutôt normal qu'il n'y ait pas un terme qui cadre tout ce que moi je considère être un jeu d'enquête. Parce que pour qui je me prends. En tout cas, il y a vraiment de quoi faire, la scène indé nous régale à ce niveau. Et c'est des jeux qui s'inspirent beaucoup entre eux, donc c'est pas parti pour s'arrêter. Et j'en profite pour faire un petit top express si vous voulez mes recos. Les classiques bien installés, c'est Obra Dinn, Her Story, Outer Wilds et The Case of the Golden Idol. On a fait un épisode de fin du game sur chacun de ces jeux, je dis ça, je dis rien. On en a aussi fait un sur Paradise Killer, qui a vraiment une ambiance et un univers exceptionnel. L'OST est super. Mes deux chouchous récents, c'est Type Help et The Road Trees Dead. Et si vous en voulez plus, je recommande Demon Masquerade, Mandiver, The Operator et No Case Should Remain Unsolved. Celui-là, il est un peu plus cadré que les autres, mais il m'a fait un nœud au cerveau auquel je m'attendais pas. Il y a aussi Shadows of Doubt, que je vous conseille vraiment de checker, mais moi, je sais pas, j'ai pas accroché. Je pense que j'étais juste pas dans le mood, mais il y a une vraie liberté dans l'enquête qui est inspirée des Immersive Sim, et ça rend la proposition très cool. Et si vous voulez du très narratif, il y a The Seance of Blake Manor. Perso, j'ai trouvé ça trop dirigiste, mais il a beaucoup de charisme, et ça peut vous intéresser. Et évidemment, j'ai pas joué à tout, donc n'hésitez pas à partager vos pépites en commentaire. Où il y a des jeux que j'ai juste pas aimés ou pas mentionnés, donc pensez-y avant de dire que c'est un oubli de ma part, hein, je vous connais. Bref, affaire résolue, mon job ici est terminé. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous donnera envie d'enquêter. Merci aussi à toutes les personnes qui soutiennent l'émission, que ce soit sur Patreon, Tipeee ou Ko-fi. Les liens sont en description si vous voulez rejoindre cette magnifique liste de noms qui défilent. On se retrouve dans pas si longtemps que ça, prenez soin de vous et cœur sur vos carnets et vos manettes.